Bonsoir à tous. Alors, le sigle GPA masque une réalité que ses partisans habillent sous des atours d'altruisme. GPA, gestation pour autrui. Rien que le terme de gestation, emprunté au vocabulaire animal, en dit long sur la considération de la femme, aussi qualifiée de mère porteuse. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la GPA est un procédé par lequel une femme porte un enfant pour le compte d'autrui, avec paiement ou pas, et s'engage à remettre l'enfant à l'issue de la grossesse à des demandeurs ou commanditaires. La GPA a défrayé la chronique ces dernières années à propos de l'exploitation de femmes pauvres en Inde, en Ukraine, en Thaïlande, mais aussi aux États-Unis avec la GPA dite de luxe, dans un système ultralibéral où des agences commerciales font un véritable business à coup de publicité. De manière générale, les protagonistes de la GPA exploitent la souffrance des couples sans enfants et la misère des mères porteuses. Certaines femmes, en effet, ne peuvent pas porter d'enfants en cas de stérilité liée à un dysfonctionnement de l'utérus, soit de nature congénitale ou accidentelle, à l'issue d'un curetage qui s'est mal passé après un accouchement, des fausses couches ou un avortement. Et puis, pour des raisons médicales, certaines femmes ont des ablations de l'utérus. Cette pratique est aujourd'hui aussi revendiquée par des hommes seuls ou en couple de même sexe pour avoir un enfant. Pour éviter l'attachement de la mère porteuse à l'enfant qu'elle porte, les agences commerciales de GPA aujourd'hui favorisent qu'il n'y ait pas de lien génétique entre la mère et l'enfant. Et le plus souvent, ce qui est pratiqué, c'est qu'on va avoir recours au service d'une donneuse d'ovocytes qui est sélectionnée sur catalogue. Et puis, dans de rares cas, on va utiliser les ovocytes de la femme demandeuse. Dans tous les cas, on aboutit pour les enfants à une maternité éclatée avec possiblement une donneuse d'ovocytes, une mère porteuse, la femme éducatrice, voire la suppression de toute présence féminine dans l'éducation quand il s'agit de demandes d'hommes. Autant dire que cela induit un brouillage complet, biologique et juridique en termes de filiation pour les enfants nés par GPA. Pour certains, il ne s'agirait que d'une modalité de procréation médicalement assistée, donc de PMA supplémentaire. Pourtant, si la France l'interdit, ainsi que d'autres pays, y compris pour des raisons pathologiques, c'est que la GPA implique des violences particulières pour la femme et pour l'enfant. C'est toujours une immense épreuve de découvrir une incapacité à pouvoir porter un enfant. Et nous, le témoignage précédent nous l'a bien fait sentir. C'est vraiment important de pouvoir entendre, écouter, accompagner ces femmes et ces couples, comme nous le faisons dans notre service d'écoute SOS Bébé. Cependant, le désir a des limites quand il porte atteinte aux droits d'autres personnes. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et aujourd'hui, c'est clairement l'offre qui crée la demande et affaiblit la conscience en masquant que la GPA pose des questions cruciales au niveau des droits humains. Celui de provoquer intentionnellement de manière préméditée l'abandon de l'enfant et pour le remettre à d'autres personnes, celui d'utiliser le corps d'une femme pendant 9 mois et ensuite la faire complètement disparaître de la vie de l'enfant, et enfin celui de marchandiser l'enfant, objet de contrat avec très souvent rémunération de la mère et des intermédiaires. Cette pratique va complètement à l'encontre de toutes les observations conduites depuis des décennies autour de la grossesse, qui montrent l'importance des liens qui se créent entre la mère et l'enfant et des interactions extrêmement profondes qui vont jusqu'à modeler les données génétiques de l'enfant, ce qu'on appelle l'épigénétique. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, et particulièrement en France, les professionnels de la naissance vont favoriser un lien très fort entre la mère et l'enfant à la naissance, par ce pot à pot. On va assurer le continuum sensoriel et rendre plus paisible pour l'enfant la séparation de l'accouchement. Nous savons bien aussi que la séparation d'un enfant de celle qu'il a portée pour des raisons toujours douloureuses et qui va confier son enfant à l'adoption est toujours une épreuve pour elle comme pour l'enfant. Et provoquer donc intentionnellement cette rupture est une grave atteinte à l'identité de la femme comme de l'enfant.
À cela s'ajoute la maltraitance originelle subie par l'enfant d'une maternité éclatée entre plusieurs femmes. Cette maltraitance, elle est déjà présente dans la PMA avec don d'ovocytes, telle qu'elle est pratiquée actuellement en France et dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes nés de ces techniques qui expriment, pour certains, leur mal-être et revendiquent l'accès à leurs origines. Dans le cadre de la GPA, non seulement l'enfant est amputé de son origine génétique maternelle, mais en plus, on considère que la femme qui l'a porté pourrait s'en détacher sans conséquence sur elle et sur l'enfant. Tout cela contrevient à la Convention internationale relative aux droits des enfants, qui affirme le droit des enfants de connaître et de vivre avec ses parents. Deuxièmement, les enfants sont considérés comme des productrices d'enfants en louant leur corps, en complète contradiction avec la dignité des femmes et le principe d'indisponibilité du corps dont a parlé Adeline Le Gouvello. Claire Quidé, qui est porte-parole du mouvement d'UNI, qui aide des femmes prostituées, était interrogée sur cette question sur France Culture récemment. Et elle disait combien elle était frappée des similitudes avec le système de prostitution. Je la cite, elle dit « On met en avant la liberté individuelle et le consentement, alors que c'est évidemment nier toutes les réalités économiques, sociales, machistes, les inégalités de race qui vont contraindre les femmes, parce qu'elles ont besoin d'argent, à consentir à avoir une relation sexuelle ou, pour le cas de la GPA, à porter un enfant pour d'autres. » Parce que il faut être clair, les femmes vont se soumettre à la domination des demandeurs pour assurer que l'enfant sera conforme à leurs souhaits, ce qui s'assimile à une forme d'esclavage. Le Conseil consultatif national d'éthique, dans son avis 126 sur les demandes sociétales de PMA, paru en 2017, a analysé les contrats de mères porteuses aux États-Unis. Parmi les clauses particulièrement contraignantes, on y trouve que la mère porteuse doit accepter le suivi médical exigé par ce qu'ils appellent les parents d'intention, donc les demandeurs. Elle doit s'engager à ne pas avoir de relations sexuelles pendant certaines périodes, d'adopter le régime alimentaire qu'a décidé les demandeurs. Elle doit s'engager, à la demande des commanditaires, à accepter d'avorter si un handicap est décelé, ou bien à procéder à ce qu'ils appellent un avortement sélectif, s'il s'agit de jumeaux ou de triplés et que cela ne convient pas aux commanditaires. Enfin, elle doit renoncer à tout droit à l'enfant après sa naissance. Sans compter que, comme toute grossesse, la GPA comporte des risques pour la santé de la mère, à la fois physique et psychologique. En particulier, le corps féminin n'est pas fait pour porter un embryon qui lui est totalement étranger. Pour qu'elle ne rejette pas l'embryon, elle reçoit des hormones à forte dose des 4 premiers mois de la grossesse et les risques médicaux sont augmentés, notamment pouvant provoquer notamment de l'hypertension. Troisièmement, l'enfant est objet de contrat, en contradiction avec le principe de non-patrimonialité dont a parlé aussi Adeline Le Gouvello. La GPA alimente le marché de la procréation. Le marché des bébés pèse autour de 4 milliards de dollars aux États-Unis. Les prix varient suivant les pays, entre 25 000 jusqu'à 150 000 dollars, ce qui s'assimile à la vente d'enfants, avec à la clé contrôle de qualité sur l'enfant ainsi produit, qui sous-entend des pratiques de sélection et donc d'eugénisme pour que l'enfant réponde au plus près aux critères demandés par les demandeurs. Le cas du petit Gami, qui est né trisomique en 2013 en Thaïlande, a provoqué un scandale planétaire. Il a été refusé par le couple australien demandeur qui n'a gardé que sa jumelle qui n'avait pas de trisomie et il a laissé l'enfant trisomique à la mère porteuse. Autant dire que la GPA donne lieu à des contentieux inextricables. Plusieurs cas ont été recensés en Inde de mortalité maternelle. Aux États-Unis, les contentieux sont nombreux. Certains prétendent qu'il pourrait y avoir une GPA éthique, c'est-à-dire une GPA acceptable.
En fait, le piège repose sur une opposition largement fictive entre GPA altruiste et puis une GPA qui serait purement commerciale. C'est un piège en fait qui réduit et enferme l'appréciation morale de la GPA à l'un de ses aspects secondaires, même s'il est gravissime, qui est celui de l'argent. De fait, le problème avec la GPA, c'est la situation de l'enfant et de la mère qu'il porte. D'ailleurs, les conséquences sur la filiation ne sont pas moins graves lorsque l'enfant est porté gratuitement par une personne de l'entourage, une sœur, une amie, une tante, une grand-mère. Les pressions affectives et les confusions sont encore plus fortes. En réalité, le problème avec la GPA, c'est la GPA elle-même. Aujourd'hui, la France, en vue de la révision de la loi bioéthique, préconise de maintenir l'interdiction de la GPA. Cependant, il y a 2 chevaux de Troie qui fragilisent cette position. D'abord, le fait accompli d'enfants nés par GPA à l'étranger et qui vivent sur le sol français, la question de leur reconnaissance. Ces enfants ne sont pas des fantômes de la République, comme certains le disent. Ils ont un acte de naissance établi à l'étranger et des papiers en règle. Mais on voit que les dispositions prises par la France depuis 2013 constituent progressivement une caution implicite à la gestation pour autrui. La France s'est laissée condamner par la Cour européenne des droits de l'homme en 2014 sans faire appel, contrairement à l'Italie, et ce qui l'a contraint à retranscrire la filiation paternelle à l'état civil français, alors que la mère qui a accouché est totalement passée sous silence. Deuxième cheval de Troie, il est clair que la PMA dite pour toutes les femmes, si elle était légalisée, outre qu'elle constitue une grave transgression en privant intentionnellement des enfants de père, fragilise l'interdiction de la GPA, et en faisant sauter le verrou de la fertilité médicale pour avoir recours à la PMA au nom de l'égalité, dit-on, ce type de PMA en fait, institue une forme de droit à l'enfant, et des hommes aujourd'hui revendiquent le droit également à avoir des enfants au nom de la non-discrimination par GPA. Des signes positifs, en conclusion, cependant, devant cette exploitation des femmes et ce trafic d'enfants, plusieurs pays sont en train de revoir leur législation, et l'Inde en particulier vient de franchir un grand pas en interdisant en décembre 2018 toute GPA commerciale qui sera désormais passible de 10 ans de prison. Donc c'est déjà un premier pas encourageant. La seule démarche réaliste pour s'engager contre ce trafic humain au niveau national et de s'engager au niveau international et international si on ne veut pas que l'homme devienne une marchandise pour l'homme. Merci pour votre attention.